Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 députés pour parler de la crise du logement au Luxembourg. Madame Lehnert, Madame Tanson et Monsieur Wagner, bonjour. 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 Merci d'avoir pris le temps de venir en studio. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Les crises qui s'enchaînent sur le marché du logement luxembourgeois, à tel point que l'on parle désormais de permacrise, sans refaire l'histoire. On sait qu'aujourd'hui, le plus grand problème, c'est qu'on ne construit quasiment plus. Je commence par une question ouverte. Comment en est-on arrivé là ? Je pense que c'est multifactoriel, comme les solutions d'ailleurs également. On sait tous qu'actuellement, on est vraiment dans une crise qui a commencé peu après le Covid avec la guerre en Ukraine, mais le problème du logement ne date pas de là. On a longtemps favorisé la propriété et on a donné beaucoup d'incentives fiscaux, notamment pour favoriser la propriété, ce qui a engendré beaucoup d'investissements dans la propriété immobilière, aussi de personnes qui n'habitent pas dans leur propre dans les propriétés dont ils sont propriétaires. Et en parallèle, l'État n'a pas construit suffisamment de logements sociaux ou de logements abordables, pour prendre le terme un peu plus actuel. Du coup, on est arrivé à une situation où l'offre privée est très très chère. Il n'y a pas suffisamment d'offres abordables. Et on a des régulations qui manquent, que ce soit en termes de protection du locataire ou en termes de mobilisation des immeubles vides ou des terrains mobilisables. Sachant que même sur le logement abordable, avec la hausse des taux, il y a encore plus ou moins 1 an et demi, 2 ans, c'était même compliqué. Et puis il y avait aussi une question de plafonnement des salaires qui posait problème, qui a été réformé entre-temps, etc. Donc on a eu un blocage quasiment total il y a 2 ans. Là, ça a repris un tout petit peu à droite à gauche, mais à ce que je sache, c'est surtout lié au programme de rachat des projets immobiliers de l'État. Donc en soi, le marché immobilier privé, il est toujours à l'arrêt. Dans la VFA. Si on regarde les chiffres, on est à la moitié, pour l'année dernière, la moitié de ce qui avait été construit en 2021-22. Donc on est très très loin du compte, ça c'est sûr. Mmh. Pour moi, l'ampleur, elle s'explique surtout par une culture qu'on n'a pas. On n'a pas une culture politique de l'anticipation. Donc, c'est quelque chose qu'on néglige trop, parce que le problème a pris une envergure difficile à rattraper maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à dire qu'on est vraiment dans une crise, une véritable crise au sens premier du terme. Et ça s'explique parce qu'on n'a pas vraiment anticipé l'évolution économique du Luxembourg. On a un marché du travail qui s'est développé, qui attire de plus en plus de gens. Donc le problème, il excède nos frontières. Et pour quelqu'un qui sait faire qui aime faire des projections, je pense que cela aurait été prévisible du moment où on envisageait un pays qui va dépasser le demi-million d'habitants, les 700 000 habitants, et maintenant on parle d'1 million d'habitants d'ici 2050. On sait ce que ça veut dire, donc il faut penser les infrastructures, il faut penser le tout qui va avec. Et ça, je pense qu'on n'a pas vraiment une culture de mettre en place des cellules de réflexion, des cellules prospectives qui vont vraiment professionnellement évaluer ce que ça signifie pour notre pays. Donc on ferme un peu les yeux et on avance de jour en jour sans vraiment penser à moyen et à long terme. Monsieur Wagner ? Il y a non seulement, je pense qu'il n'y a pas de culture de prospection à long terme, en tout cas du côté de certaines élites politiques et économiques qui ont dirigé le pays ces dernières décennies, puisqu'il y a quand même aussi des instruments, notamment l'Observatoire de l'habitat, etc., qui peuvent quand même nous donner certaines indications. Mais il y a aussi la culture de la propriété privée qui semble primer au-delà de tout, et en tout cas aussi primer sur le bien commun, on va dire. Et ça, on le remarque d'ailleurs aussi parce qu'il y a du foncier qui est là, mais si on regarde aussi un petit peu les chiffres, on a environ plus de 80% du foncier dans les mains privées, alors que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, des sociétés, où là, à nouveau, il y a une grande concentration sur 10 sociétés qui détiennent encore énormément de foncier. Donc il y a 1000 personnes environ qui détiennent quasiment plus de 40% aussi du foncier. Donc les pouvoirs publics ont assez peu. Et puis
le foncier est laissé en jachère parce que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue spéculatif de les laisser, de ne pas construire dessus et donc de maîtriser les prix. C'est comme ça aussi que les promoteurs, qui sont souvent aussi, les grands promoteurs sont souvent aussi les grands propriétaires, donc ils ont tout intérêt également à faire de la rétention de foncier. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, on pourrait également parler, peut-être dans un autre moment de l'émission, mais aussi le problème des locataires, puisque à nouveau, on a quand même une législation qui est taillée plutôt sur les propriétaires. Donc ça tourne toujours autour de la propriété privée. Alors, vous touchez déjà tout de suite à ma prochaine question, ou plutôt le prochain sujet que je voulais aborder. Donc, pourquoi ça a été toujours aussi intéressant de garder des terrains constructibles au Luxembourg? C'est aussi parce que l'imposition foncière était quasi nulle, dépendant un petit peu du calcul et de l'endroit où on vivait. Je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec Madame Bofferding dans cette émission, qui m'expliquait qu'ils avaient trouvé des contribuables qui payaient 70 € d'impôts à Luxembourgville pour des terrains. Et d'ailleurs, c'est à ce sujet que je voulais arriver. La réforme qui est en cours sur l'impôt foncier, elle n'est pas censée changer grand-chose à ce niveau-là. Il y a un nouveau calcul, mais le poids de l'impôt foncier ne sera toujours pas assez important pour faire la différence. Du moins, c'est ce que 2 chercheurs, dont un chercheur de l'Observatoire de l'Habitat, m'ont dit dans cette émission. C'est un avis que vous partagez? Tout à fait. En tout cas, c'est des projets qui ne sont pas en priorité sur l'agenda politique. Ça devient de plus en plus évident. Sur la première année, on a bien voulu croire que c'est une priorité, que ça prend du temps. Maintenant, on est à mi-législature et c'est certain que ça ne fait pas partie des grandes priorités de ce gouvernement. Donc, on reste dans cette tradition de la propriété. On a toujours eu cette tendance historiquement d'encourager l'acquisition de propriétés, mais à un moment donné, il y a un équilibre qui s'est perdu. Donc, et ce qu'il faudrait, ce sont justement ces réformes-là, de chercher à mobiliser, d'inciter à la mobilisation des terrains, d'inciter à construire plutôt qu'à investir. Et on ne perçoit pas ce changement. En tout cas, moi, je ne le perçois pas du tout. J'ai tous les projets qui ont de la substance, qui vont vraiment apporter des changements structurels. On ne les a pas sur table, donc ça traîne. Vous avez évoqué les VFA aussi, les ventes en état futur d'achèvement. On sait qu'il y a vraiment une crise de confiance dans ce marché, avec des défailles qui s'enchaînent, des gens qui restent sur leurs frais, qui ont du mal vraiment à avoir gain de cause devant les tribunaux, avec toutes les solutions sur table. Et on attend, on en parle, tout le monde s'accorde que c'est la racine du problème, mais ça n'avance pas. Donc, à ce stade, franchement, je pense que le constat, c'est qu'on n'est pas dans les priorités politiques actuelles. Si je peux me permettre, une question très simple. Pourquoi on attend? Alors moi, j'ai mon avis, j'ai mon... Oui, mais en fait, c'est vraiment, c'est comme cela a déjà été dit, c'est que l'électorat est un électorat encore aujourd'hui, parce que c'est en train de changer. Quand on regarde les chiffres actuels, c'est un électorat de propriétaires. Mais comme l'accès à la propriété devient de plus en plus difficile, cela va également changer. Mais du coup, traditionnellement, et on l'a vu lors des tentatives de réforme du bail à loyer en fin de période législative dernière, et aussi lors du dépôt du paquet justement de la réforme de l'impôt foncier, mais aussi de la taxe de mobilisation et de la taxation des logements vides, qu'il y a une mobilisation qui fait peur aux responsables politiques au niveau électoral. Mais il faut quand même avoir conscience qu'il s'agit là, si on fait des faveurs à des propriétaires, et je parle vraiment des multipropriétaires, on crée un dommage à toute la société luxembourgeoise, parce que on parle beaucoup de compétitivité de nos jours avec le gouvernement actuel, mais c'est bien entendu aussi un facteur de compétitivité, mais c'est aussi un facteur de justice sociale. Si pour de plus en plus de gens, il devient impossible de se loger dignement proche de leur lieu de travail, si de plus en plus de monde doivent soit se déplacer très loin pour vivre, soit vivre dans des conditions qui ne sont pas acceptables, on a un réel problème de cohésion sociale qui se creuse de plus en plus. Donc les mesures législatives de responsabilisation des propriétaires, c'est une partie du problème, mais je reste convaincue que la meilleure solution, parce que le marché privé ne va pas régler la situation, la meilleure solution, ce serait vraiment une offensive importante au niveau de la propriété
public, c'est-à-dire vraiment des programmes très très importants, très conséquents au niveau étatique et communal de construction de logements abordables. On dépense entre-temps des centaines de millions pour la défense. On a prévu, pas nous maintenant, mais le gouvernement actuel a prévu une réforme fiscale à plus d'1 milliard d'euros par an. Pourquoi ne pas prendre cet argent et vraiment se lancer dans un très fort programme de construction rapide de logements abordables, parce que ça devient de plus en plus un vrai problème de société. Alors, si la cohésion sociale, c'est pas forcément une priorité pour tous les membres du gouvernement, ou du moins de toutes les sensibilités politiques, est-ce que la question aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu déportée vers une question qui ne peut pas être ignorée, c'est l'attractivité du Luxembourg qui commence à en pâtir sérieusement. J'ai des retours des Big Four, j'ai des retours des institutions européennes où ils ont vraiment beaucoup de mal à recruter parce que le logement, bien évidemment, c'est ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Le logement est devenu inatteignable quasiment. Oui, exactement. C'est ce qu'on entend énormément d'employeurs qui nous disent, même avec des salaires élevés, les gens réfléchissent parfois à 2 fois quand ils voient que c'est très difficile de trouver à se loger. On a la même discussion avec les institutions européennes, les fonctionnaires européens qui donnent le même retour. Mais bien entendu, aussi les gens qui habitent déjà à Luxembourg, ou qui habitent de l'autre côté de la frontière, en augmentant aussi la pression du coup de l'autre côté de la frontière, mais qui font augmenter les trajets. Donc c'est vraiment un tout qui ne joue pas en faveur du Luxembourg, même en tant que lieu financier, économique fort. Ah ben ça remet en question même les projections de progression démographique qu'on avait. C'est-à-dire que si le Luxembourg a grandi de la manière dont il a grandi, c'est parce que le marché du travail était attirant, était intéressant. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours dire que si on fait, bien évidemment, encore une fois, cette espèce d'équilibre, si je vais m'installer quelque part, je veux savoir ce que mon logement va me coûter, ce que la vie va me coûter. Ça, c'est un des gros problèmes d'ailleurs aux institutions, c'est le coût de la vie, les logements, bien évidemment. Mais comment vous voyez une sortie justement de ce pétrin? Parce que là, on a des blocages plus ou moins partout. C'est-à-dire que les prix sont élevés, les taux sont élevés, les banques prêtent difficilement. On n'a pas vraiment un énorme, comme vous dites, élan pour créer du logement abordable, même si quand on parle à M. Maïch, on me répète très souvent le montant qui est prévu. Mais comment est-ce qu'on va sortir de ça? Qui est en baisse dans leur propre pluriannuel. Donc ils ont baissé de 700 millions sur plusieurs années en disant on va se rapprocher de la dépense réelle. Donc l'ambition est quand même revue à la baisse. Et pour moi, c'est vraiment, mais je ne veux pas monopoliser, mais pour moi, c'est vraiment le point principal sur lequel il faut tout mettre, c'est la construction de logements abordables, logements publics, parce que c'est le logement public où la commune ou l'État peut avoir un réel impact sur le prix, ce qui n'est pas le cas au niveau du marché privé. Et justement, la construction de logements abordables, on l'a dit parce que c'est un système qui est à bout de souffle au Luxembourg. Vous avez cité plusieurs facteurs. Il y a aussi le facteur justement des salaires qui... alors, à 2 niveaux. Premier niveau, les salaires stagnent, enfin ne sont pas aussi élevés que la flambée des prix. Mais de l'autre côté, quand on parle de construction, on a eu une crise du bâtiment, on a eu des licenciements. Et puis on voit également maintenant un phénomène de travailleurs du bâtiment, justement, notamment portugais, beaucoup, qui retournent au Portugal parce que le Portugal, contrairement au Luxembourg, a quand même n'a pas fait une politique de modération salariale ces derniers temps. Et c'est-à-dire que le coût de la vie pour un travailleur portugais, par exemple, est plus soutenable au Portugal maintenant qu'au Luxembourg, en travaillant dans la construction, par exemple. Et donc, nous sommes également en train de perdre une main-d'œuvre. Donc déjà, c'est cette illusion... D'ailleurs, le ministre du Logement, dans une commission, avait encore dit « Je ne pense que les prix de la construction pourraient augmenter si on augmentait encore les salaires minimums. » Mais c'est vraiment... Là, on constate que le gouvernement ne comprend pas ce qui est en train de se passer dans ce pays. Donc, il faut à nouveau rendre ce métier attractif. Et puis, de l'autre côté, construire. Nous, on propose quand même depuis un certain temps d'envisager la création aussi d'une société de construction publique. Puisque, bon, on a environ 4-5 grandes sociétés au Luxembourg qui peuvent vraiment faire des gros projets dans le privé, qui peuvent peut-être aussi un peu s'entendre sur les prix, puisque c'est des marchés publics, ça c'est un autre problème. Mais de l'autre côté, si l'État pouvait se doter
Alors ça n'ira pas du jour au lendemain, évidemment, je comprends bien, parce qu'on aura besoin de tous les corps de métier nécessaires à la construction. En même temps, ça fournirait des emplois et ce serait une méthode de relance, à la limite, c'est keynésien, mais justement de pouvoir briser aussi la dépendance par rapport aux sociétés de construction privées et puis d'avoir une meilleure maîtrise des prix. Donc je pense que ça aussi, donc l'État et les pouvoirs publics doivent acquérir des terrains, construire eux-mêmes aussi. Et là, je pense que ce serait déjà, on irait dans une bonne direction. Pour moi, il y a des constats partagés. Je pense que le problème, il est connu. Il est vraiment, tous les chiffres sont là, les études sont là, les explications sont là. Je pense que c'est partagé, la compréhension du problème. L'enjeu également est connu, il est partagé. On sait ce que ça veut dire pour l'avenir de notre pays. Mais ce qui manque cruellement à mes yeux, c'est vraiment une véritable stratégie de sortie de crise. Parce qu'une crise, on n'en sort pas comme ça en continuant avec les anciennes recettes. Donc il faudrait avoir une vision à moyen terme, de dire comment est-ce qu'on va construire, comment est-ce qu'on va rattraper. Mais pour moi, il faudrait aussi une vraie solution de crise dans l'immédiat, avec des constructions peut-être temporaires qui vont être érigées vite, qui sont censées durer une quinzaine d'années, peut-être comme on peut le faire pour les écoles. Donc il y a des containers qui sont des préfabriqués qui peuvent être mis en place. Ça permettrait déjà de résorber l'urgence, parce qu'on parle de milliers de gens qui sont sur les listes d'attente, on parle de bénéficiaires de protection internationale qui sont sur notre territoire, qui n'arrivent pas à se loger, on a de plus en plus de sans-abri. Donc je pense qu'il y a un énorme enjeu de créer très rapidement du logement, et ne serait-ce que du logement temporaire ou précaire, et à côté de se doter d'une stratégie, que ce soit par... Moi je suis moins convaincue de l'entreprise de construction nationale, parce que je pense que ça ne s'invente pas du jour au lendemain. Une entreprise de construction, c'est des métiers, donc autant dans l'urgence fonctionner avec ceux qui sont là, qui connaissent le métier. Mais c'est une réflexion qu'on peut tout à fait à long terme mettre sur table. Mais là, franchement, je ne perçois pas cet esprit de gestion de crise par rapport au logement. C'est traité... il n'y a pas de cellule vraiment interministérielle, il n'y a pas des assises du logement. Il n'y a pas un instrument de crise pour s'y attaquer, et je ne crois pas qu'on peut avancer au rythme normal. L'écart est beaucoup trop grand entre les besoins et ce qui existe en termes d'offres. Donc là, je pense qu'il faudrait même s'associer des experts d'autres pays, éventuellement, de voir qu'est-ce qu'on peut faire à une échéance de 5 ans, à une échéance de 15-20 ans et au-delà, pour l'avenir, de prévenir à l'avenir ces situations-là. Et ce qui est particulièrement désolant, c'est que ce problème, on l'a exporté. C'est vraiment une problématique de la grande région aujourd'hui. On ne peut pas le nier. Ce n'est pas qu'au Luxembourg. On est en train de faire foirer les prix de marché dans les pays voisins. Les gens qui sont déjà peut-être moins bien lotis dans ces régions-là, ils vont se voir faire reculer encore. Donc c'est vraiment quelque chose où on devrait s'atteler ensemble aussi, en tant que grande région, de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution ensemble, parce qu'on fonctionnera à l'avenir toujours avec les gens de la grande région. Si je vois les projections de frontaliers d'ici l'horizon 2050, ça ne va pas diminuer, au contraire. Donc il y aura une énorme pression en termes de mobilité, de logement, d'infrastructures sociales, pas que au Luxembourg, mais autour. Donc pour moi, il faudrait mettre en place quelque chose comme ça, un genre de cellule de crise logement qui englobe nos partenaires de la grande région. Mais je pense que ce que vous venez de dire tous un petit peu indirectement, c'est que, enfin indirectement, plus directement pour votre part, Madame Leenaert, c'est que ce qui choque tout le monde, et je pense que c'est un petit peu dans toutes les strates, si vous voulez, de la société, c'est qu'il n'y a pas vraiment ce sentiment d'urgence. Alors que, clairement, sur le marché, il y a urgence. On parle des loyers, on parle des prix, on parle du fait qu'on a... Des gens à la rue. Ouais. Voilà, des gens à la rue, on parle tout simplement d'un logement qui est devenu inaccessible pour toute une partie de la société. Et pour les nouveaux arrivants, c'est devenu une équation vraiment à résoudre. Comment ça se fait qu'on n'est pas dans l'urgence? Ça fait quand même très longtemps qu'on est en crise. Le dernier gouvernement avait vraiment a entamé un changement de paradigme. Il y a eu beaucoup plus d'investissements dans le logement abordable. Il y a eu la création du fonds pour le logement abordable. Il y a eu le dépôt des projets de loi, justement, dont on vient de parler. La tentative de réformer le bail à loyer avec une réforme partielle qui a été votée par la suite. Ça prend du temps, ça c'est sûr. Mais là, et je suis vraiment d'accord avec ce que Mme Leenaert vient de dire, le gouvernement actuel, on a d'abord fait une priorité. Ils ont présenté, il y a maintenant déjà 2 ans, je crois, un grand
programme, ou 1 an et demi, je ne sais plus, d'un grand programme de Simplification administrative. Or, on ne voit rien. La seule chose qu'ils ont fait, c'est de restreindre la protection de la nature avec des textes qui sont complètement discutables et je pense qu'ils ne servent à rien, sauf à une destruction encore plus forte des espaces verts. Mais ce qu'on entend beaucoup de la part d'architectes ou aussi de responsables communaux, c'est quand même qu'il y a beaucoup de règles qu'il faudrait simplifier. Beaucoup de professionnels se plaignent du fait qu'on ait autant de règlements de bâtisse qu'on a de communes. Ce règlement type, il est promis depuis des mois. Il n'arrive pas. Il faudrait peut-être oser discuter un peu avec les responsables communaux, peut-être aussi prendre des décisions qui ne plaisent éventuellement pas à tous les responsables communaux, pour qu'on ait une plus forte harmonisation, pour que ceux qui font des projets sachent un peu mieux où s'en tenir, et pour arriver à une réelle simplification. Parce qu'on a effectivement, avec le temps, on a une multiplication de procédures à tout niveau, sur plein de choses différentes. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et là, il faudrait aussi travailler là-dessus. Mais ça, c'est une partie du problème. Comme je disais en entrée, il y a effectivement beaucoup de facteurs, mais on ne sent pas une dynamique au niveau du gouvernement. Le dernier exemple que je vais citer, c'est qu'on a effectivement eu recours à des recettes qui n'avaient déjà pas fonctionné dans les années 90. C'est vraiment l'incitation fiscale de l'acquisition de la propriété en tant que multipropriétaire. On y a eu recours, et ce qu'on entend au niveau du gouvernement, c'est qu'ils vont y avoir recours à nouveau avec les effets qu'on a vus l'année dernière. Donc il y a eu un pic pendant 6 semaines, et le pic, il est retombé comme un soufflet tout de suite après l'arrêt des mesures. Et à noter une petite augmentation des prix qui a suivi. Oui, voilà, évidemment. exactement. Donc c'est vraiment, et c'est un effet il y a eu énormément de mises en garde de la part de beaucoup d'institutions qui ont dit que ça risquait d'être contre-productif. On voit que ça n'a en tout cas pas été productif, mais que ça coûte énormément à l'État, alors qu'on a déjà un budget qui se trouve dans une situation assez précaire. Donc, il faudrait vraiment s'attaquer différemment aux problèmes et en faire une Schaffsache, comme un des prédécesseurs de Lux Frieden l'avait dit lui-même, Jean-Claude Juncker, pour ne pas le citer, qui avait fait déjà le constat d'échec de la politique de logement il y a un peu trop longtemps. Oui. Le problème, c'est qu'ils doivent faire de la politique. En effet, on a un peu l'impression que les différents responsables de la politique du logement, le ministre du Logement, mais il y a également le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances, etc., c'est lui qui prend les mesures fiscales, vivent dans une sorte de tour d'ivoire, parce qu'en effet, tout le monde leur explique assez clairement quels sont les problèmes. Mais ils sont en train de constater probablement, enfin j'espère pour eux, qu'ils constatent que c'est une urgence, qu'on ne peut plus attendre éternellement, mais ils ne sont pas prêts à prendre des mesures qui vont être des mesures qui ne sont pas consensuelles, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent tout simplement faire une politique, continuer à faire cette politique très consensuelle et très tranquille, comme le Luxembourg a peut-être bien certains ont permis de faire pendant les années 80, 90, les années 0, sans faire de mal à personne. Mais au bout d'un moment, il y a une question d'intérêt quand même aussi. Et puis ça, c'est toujours ce qu'ils essayent de dire. On essaye de trouver des solutions qui font consensus, qui vous gidrement dans le pot, comme on dit en luxembourgeois, tout le monde va venir sur le même navire. Et ça ne fonctionne pas, parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même les propriétaires ont des intérêts, et les locataires, par exemple, aussi, ils ont des intérêts. Et je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution en satisfaisant tout le monde. À partir du moment où on fait une réforme du bail à loyer, qui soit substantielle quand même, c'est-à-dire qui baisse véritablement, qui crée des loyers qui soient supportables pour les locataires, évidemment que les propriétaires vont voir leurs bénéfices à la baisse. Ça ne va pas forcément les ruiner. Bon, il y a d'autres mesures qu'il faudra prendre, mais ça, c'est des mesures. Je suis persuadé que le gouvernement actuel est incapable de les prendre, parce que tout simplement, il a également une certaine clientèle qui lui en voudrait énormément. Mais pareil pour la rétention du foncier. Une réforme de l'impôt foncier, ça veut dire taxer ce qui est constructible, et le taxer de manière à ce que ça fasse mal, justement, pas
pas pour punir, mais justement pour libérer le foncier pour qu'on puisse construire. Il faut trancher et ils ne sont pas prêts de le faire. Alors, vous êtes tous les 3 députés et vous avez tous les 2 fait partie du gouvernement. Je vous pose une question qui peut fâcher, dépendant à qui on la pose, mais à quel point est-ce que ça pèse sur les décisions et sur le fait d'écrire des lois au Luxembourg, de se dire ok, je vais fâcher mon électorat, est-ce que ça vaut la peine d'y aller? J'étais moi-même pendant une année ministre du Logement, donc je peux vous dire que sur cette question-là, j'avais déjà conscience du grand problème qui se présentait à nous et qui s'est encore renforcé depuis. Et pour moi, il était clair qu'il faille agir. Mais bien entendu, quand on est un gouvernement à 3, il faut un consensus à 3. Et ce n'était pas évident parce que je reprenais le flambeau de ministres libéraux qui avaient une toute autre approche en ce qui concerne le logement. Et on a quand même dû batailler beaucoup pour avancer parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de changements qui ont été faits pendant la dernière période législative. On a dû batailler beaucoup. On n'est pas arrivé à tout faire comme on aurait aimé le faire, mais je pense qu'il y a quand même eu une prise de conscience différente. Pour vous donner qu'un exemple, sans maintenant parler de secret de polichinelle, mais on avait des discussions par rapport au financement du logement abordable, où j'ai eu dans le cadre des contradictoires pour le budget, où on discute avec le ministre des Finances et ses fonctionnaires du budget pour les ministères différents. On m'avait confronté avec la question de dire oui, mais des grands projets d'envergure pour logement abordable, ils ne sont pas rentables pour l'État. Ça, c'était en tout début de mandat. Et je disais, mais c'est absurde. Il ne s'agit pas de rentabilité pour l'État. Il s'agit du fait d'avoir du logement qui soit abordable, que c'est un facteur de compétitivité, c'est un facteur, tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais on venait de très, très loin. Et je ne sais pas si cette mentalité a déjà changé partout. Mais il faut vraiment y arriver. Et ce qui me rassure dans un certain sens, c'est qu'à l'heure actuelle, le patronat il dit exactement la même chose. Il dit également qu'il faut créer plus de logements et qu'il faut aussi créer plus de logements abordables. Donc, j'espère que cette dynamique et cette prise de conscience, elles finissent par arriver parce qu'il est largement le temps. Alors, il y a 2 pistes en particulier qui font partie des projets de réforme, comme l'IMOB, l'impôt à la mobilisation des terrains constructibles. On avait déjà beaucoup abordé le sujet. On sait que même si tout était mis en vigueur comme c'était prévu, ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps à avoir un véritable effet. Ça prendrait du temps à faire mal aux propriétaires terriens parce qu'il y a une période, je crois, de 5 ans d'attente où on n'a pas d'impôt. Est-ce que c'est un impôt qui pourrait changer la donne et d'ailleurs, on en est où sur ce dossier ? On n'en est nulle part. On attend les prochaines propositions qui sont annoncées mais qui ne sont pas encore présentées. Ce sera certainement, si on se tourne vers l'avenir, il faut vraiment démarrer sur ce dossier. Et oui, il va changer la donne, mais il ne va pas la changer dans les médias. Ça c'est sûr. Pour moi, pour briser cette difficulté d'aborder le sujet au Luxembourg, je pense que ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se retrousse les manches et qu'on regarde de l'avant, qu'on fasse un genre de coalition nationale, de dire on est tous d'accord qu'il y a une urgence logement au Luxembourg. Ça permettrait d'atténuer ces rivalités dans le débat politique. Si on pouvait tous s'accorder qu'il y a une crise et qu'on a tous un intérêt partagé à avancer, là je pense qu'on arriverait aussi à construire un narratif d'intérêt national où tout le monde pourrait s'y retrouver. Tant qu'on reste dans cette logique les uns contre les autres, et vous quand vous étiez au gouvernement, et c'est là de se balancer la patate chaude de l'un à l'autre, on va pas avancer. Je pense que c'est vraiment la seule façon d'avancer, et c'est peut-être, comme Madame Tanson vient de le dire, c'est peut-être le bon moment, parce que les entreprises commencent à s'inquiéter, c'est la compétitivité du Luxembourg qui est en jeu, donc peut-être que c'est effectivement le moment d'avoir cet éveil et de se dire il faut qu'on arrête de se chamailler, il faudrait vraiment qu'on se projette de l'avant et qu'on envisage les choses à plusieurs vitesses. Donc les lois structurelles, oui, mais aussi des solutions à court terme. Puis d'arrêter un peu
se renvoyer la balle l'un à l'autre. Donc, Je il va de reviens- l'intérêt de tous si on arrive à l'expliquer. S'il y a une volonté de l'expliquer, je pense que tout le monde dans ce pays sera en capacité de le comprendre. Il faut juste s'aligner dans le discours et le rendre visible, qu'il y va de notre intérêt de tous. Nous avons besoin de gens qui viennent travailler ici. Il n'y a pas que les cadres dont on a besoin. On a besoin de petites mains dans l'ORESCA, dans le bâtiment, dans les services sociaux, santé, tout ça. Donc on a vraiment besoin de main-d'œuvre. Donc c'est d'une logique quand même assez élémentaire de se dire, quelque part, ces gens doivent vivre. Donc si on veut continuer à rester attractif comme pays, il faudra bien qu'on trouve une solution. Sachant que je reviens un petit peu sur ce que vous avez dit sur les logements temporaires. Si je ne me trompe pas, il y a une initiative à ce niveau-là pour revenir un petit peu à ce que faisait, si je ne me trompe pas, l'Arbed il y a des décennies de ça en faisant construisant des logements pour les employés. Ça, c'est pas du temporaire, parce qu'elles sont encore très belles. Hein. Ces maisons sont aujourd'hui encore... Non, mais c'est une manière de construire différemment et d'inciter aussi les gens à venir. Oui, tout à Maintenant, moi je ne suis pas trop favorable à ce modèle-là aussi, parce que je pense que c'est plutôt les pouvoirs publics et non pas une entreprise privée, très paternaliste aussi, qui s'occupe de tout. Mais de notre côté, ce qu'ils sont en train de faire quand même, puisqu'il y a des grandes entreprises, notamment les Big Four, etc., qui sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce que leurs salariés n'arrivent plus à se loger. Donc il y a un problème. La réponse du gouvernement, elle consiste à créer des véhicules fiscaux, etc., pour à nouveau... donc à travers la création de SIS, etc., enfin de sociétés, de créer des véhicules fiscaux, voilà, pour que ces salariés puissent se loger. Mais finalement, ça rapporte à nouveau finalement aux entreprises qui, d'un côté, pourraient quand même payer aussi des salaires plus élevés, mais ça ne résout pas le problème des loyers trop élevés. Et on est arrivé dans une situation où, en fait, c'est l'État, c'est les contribuables qui sont en train de financer également les marges énormes que les propriétaires et les grands propriétaires, les multipropriétaires font sur les loyers. Mais même avec la subvention loyer à un certain niveau aussi, finalement, puisqu'on refuse de s'attaquer aux marges des propriétaires. Les gens n'arrivent plus, ne s'en sortent plus, ne peuvent plus payer, alors l'État doit venir à la rescousse et ouvrir le portefeuille. Donc nous tous, y compris les locataires, refinancent ça pour que les autres puissent continuer à faire des marges énormes. Et ça, c'est une logique qu'il faut briser. D'ailleurs, qui ne peut plus fonctionner, puisque au bout d'un moment, c'est peut-être aussi difficilement finançable. Alors, parlons un petit peu de l'imposition des logements vacants. Certains parlent ou estiment qu'il s'agit un petit peu d'une chimère parce qu'on manque de données, on ne sait pas vraiment combien de logements il y a au Luxembourg. C'est pas une chimère. Hein. Non. C'est Luxembourg, Non. vous envoyez. Je parle maintenant d'un chercheur en particulier. Voilà, que les chiffres qui ont été communiqués, je crois que c'est 10 à 20 000 logements vacants, non c'est plus, qui seraient disponibles au Luxembourg. En tout cas sur le papier, le projet semble prometteur. Évidemment, si on n'a pas de registre national des bâtiments, ce sera assez difficile à mettre en vigueur. Et là, il y a un vrai souci, un vrai blocage au niveau de l'ADP. Non, mais c'est très clair, parce que c'est vraiment Xavier Bettel qui s'insurge aussi à chaque fois du fait qu'il y ait des logements vacants. C'est quelque chose qui l'énerve, et il a raison, parce que c'est absurde. On a un réel besoin de logements. Il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons différentes, ne mettent pas sur le marché leur logement. Alors, on a beaucoup essayé. On a la gestion locative sociale qui incite les propriétaires avec des certaines sécurités à mettre leur logement sur le marché. Mais n'empêche, il y en a encore beaucoup qui ne le sont pas. Mais du côté de la ville de Luxembourg, il y a une bourgmestre, également libérale, qui est complètement contre ce registre. C'est d'ailleurs une histoire très ancienne, parce qu'il y a déjà 15 ans, plus de 15 ans que la ville de Luxembourg avait tenté sous le précédent, sous Paul Helming, donc même pas le précédent, mais le prédécesseur de Xavier Bettel en tant que bourgmestre, d'avoir justement ces chiffres, d'avoir ces données pour savoir combien de maisons, d'appartements sont vides sur le territoire de la ville. Malheureusement, toute cette enquête, c'était un travail monstre, a été annulée
au niveau des juridictions administratives pour des raisons de procédure. Et depuis, on n'a pas réussi à évoluer sur cette question parce qu'il y a un vrai blocage politique. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, je comprends les chercheurs qui se disent critiques, aussi longtemps qu'on n'a pas des chiffres fiables. Mais en tant qu'habitante de la ville depuis 49 ans, je peux vous dire qu'il y a énormément de maisons vides sur le territoire de la ville, qu'il y a des raisons compréhensibles ou non pour certains propriétaires. L'exemple classique qui est cité, c'est des personnes qui vont en maison de retraite, de maison de soins, oui, qui déménagent de chez eux parce qu'ils ne peuvent plus vivre tout seuls. Et du coup, ils ne veulent pas mettre en location la maison, ils ne veulent pas encore la vendre, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais il faudrait déjà avoir les données correctes et puis savoir aussi comment peut-être encore plus s'adresser à ce genre de situation. Mais cette situation, elle existe et elle est quand même assez insupportable. Pour être clair, hein, ce que je voulais dire par là, et c'est pas moi qui le dis, c'est que on n'a pas les chiffres, c'est bien ça. Alors que là, la question, c'est comment est-ce que ces chiffres ont commencé à circuler, sachant qu'on ne sait même pas combien de logements on a sur le territoire. Ça, c'est Antoine Paco qui me le disait à l'époque où il était directeur de l'Observatoire de l'Habitat. On ne sait pas combien de logements et comment ils sont répartis il y a à la ville de Luxembourg. Donc, comment on peut dire il y a 10 000 logements vacants? C'est ça un petit peu la question. Voilà, c'est des estimations. Question clé, on le thématise aussi depuis des années, enfin depuis que je suis au Parlement, on l'a revendiqué, tout le monde semble d'accord, mais ça n'avance pas. Et c'est des projets qui ne sont pas trop compliqués quand même. Les autres villes le font à l'étranger. Ça existe, les registres sur les logements vacants, c'est pas quelque chose de sorcier à mettre en place. Il y a une volonté, je pense qu'on peut être rapide sur ce plan-là. Donc, et là aussi, c'est typiquement un des dossiers clés, parce que comment on veut asseoir une bonne politique si on n'a pas les données de base, c'est pas évident. Et rien que par rapport à ça, on a des annonces, on va faire des études, on va nous dire combien c'est compliqué. Oui, mais on était tous d'accord qu'il nous le faut. Donc, moi, je me serais attendue à ce qu'on s'attelle vraiment à mettre en œuvre plutôt que de continuer à rassembler les arguments pour ou contre. C'est une particularité au Luxembourg de ne pas avoir ces données-là. C'est vraiment... on reste dans le noir et c'est pas sérieux. Et surtout que les textes afférents ont été déposés pour toutes ces problématiques, que ce soit les logements vides, que ce soit les terrains qui sont construisibles, que ce soit l'impôt foncier. Bon, celui sur les logements vides, je pense qu'il est au calende grec. Il est repoussé au calende grec. Les deux autres ont été aussi, point de vue timing, encore reportés en arrière. Et surtout, tout a été affaibli. Donc, nous, on était déjà d'avis, parce qu'on a eu beaucoup de discussions au niveau du gouvernement précédent, que l'ambition n'était pas assez élevée de ces textes. C'est le compromis qui en est sorti. Et maintenant, les textes ont encore été affaiblis. Donc, vous posez tout à l'heure la question, est-ce qu'ils vont servir à quelque chose? Ils vont venir beaucoup trop tard. Parce que la crise, elle est là actuellement. Il faut des solutions maintenant. Et le temps que ces textes soient votés, entrent en vigueur, soient applicables, ça va vraiment prendre encore beaucoup trop de temps. Il faudrait que ces textes viennent tout de suite. Alors, j'ai une question un petit peu plus... formelle qui va juste tout simplement sur la devise avec laquelle on nous a un peu matraqué ces dernières 2 années. Mais à Bauen, force est de constater que les choses n'ont pas évolué. Apparemment, pour les abris de jardin, ça marche. La fierté que le gouvernement nous dit que l'abri de jardin, ça sera plus facile. Bon, c'est pas ça vraiment ce qui va nous faire avancer, mais à part les paroles vides, oui, on attend toujours ce fameux règlement national des bâtisses qui serait utile. Oui, tout le monde s'accorde là-dessus. Ça a été annoncé au niveau de la campagne électorale. Moi, j'ai encore en mémoire... Luc Fried de dire on va construire plus en hauteur, plus dense et tout ça, mais il n'y a pas d'action qui suivent. Donc déjà, ça veut dire s'associer avec les autorités locales, parce qu'on ne peut pas le déclarer juste comme ça. Le règlement national sur les bâtisses, on en parle, mais c'est un peu le monstre de Loch Ness. Moi, j'ai rien vu. On n'a même pas un timing. On demande régulièrement. On demande régulièrement. Mais effectivement, dans les paroles, tout y est. Dans les faits, c'est l'abri de jardin qui apparemment est plus facile à mettre en place. Voilà, c'est heureux celui qui en a besoin, mais je ne pense pas que ça va résoudre
notre problème, notre crise actuelle. Donc c'est presque cynique d'en parler en fait. Et je crains que lorsqu'ils disent Mehr Meiser bauen, bon, on a cité justement règlement des bâtisses uniques, etc. Ça pourrait faire avancer les choses. J'ai l'impression que pour l'instant, la seule chose sur laquelle ils se sont focalisés, c'est justement d'amoindrir les réglementations écologiques. Puisque ça aussi, c'était un petit peu dans leur logique de dire il y a trop de réglementation écologique, c'est à cause de ça que la construction traîne, alors que c'est pas du tout vrai. C'est la rétention à nouveau foncière qui est le gros problème, et puis peut-être aussi au niveau réglementaire d'autres problématiques. Mais pour l'instant, c'est la seule chose que j'ai pu voir de plus concret à ce niveau-là. Et donc, ça ne va pas régler le problème de la construction, on ne va pas construire plus. Par contre, on risque de détériorer notre environnement davantage. Donc, je ne crois pas que ce gouvernement ait véritablement la volonté justement de toucher à certains intérêts. C'est pour ça que je ne me fais aucune illusion et je ne crois pas dans cette histoire des bonnes volontés parce que je ne pense pas que nous sommes gouvernés par des gens incompétents. Je pense tout simplement que nous sommes gouvernés par des gens qui ont des intérêts à protéger et qui, par contre, eux-mêmes politiquement ne vont plus s'en sortir, sans parler de la population qui, elle, va de moins en moins s'en sortir. Donc c'est quand même une grande irresponsabilité pour l'instant. Alors, quels sont à vos yeux, parce que c'est pour ça qu'on s'est réunis aujourd'hui, les leviers qu'il faudrait absolument activer pour avancer vers un logement abordable, plus abordable au Luxembourg? On a mentionné quelques pistes. Peut-être si chacun d'entre vous pouvait me donner un petit peu les lignes directrices que vous suivriez, si vous pouviez. Vraiment une action coordonnée à tous les niveaux pour construire des logements publics abordables massivement et en ayant quelques années. D'identifier les terrains qui s'y prêtent, d'avoir des règles contraignantes pour les communes pour avoir un certain pourcentage de logements abordables, parce qu'il y a des communes qui ne participent absolument pas, et d'avoir un effort coordonné financier massif. Je pense que ce n'est pas la seule solution, mais c'est quand même la principale solution. Et elle va à l'encontre de ce que propage le gouvernement actuel qui dit le gouvernement ne peut pas tout. C'est le marché privé aussi qui doit nous aider. Le marché privé est certes important, mais ce n'est pas à ce niveau-là qu'il y aura un impact sur le prix. Mmh. Madame Lénart. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut se partir de manière urgente de cette illusion que c'est le marché privé qui va tout régler. Tous les experts le disent, ce n'est pas les partis de l'opposition seulement, mais tous les experts internationaux monétaires nous le disent et le répètent. Et ensuite, une action stratégique, oui, il faut une cellule de crise, il faut se doter d'un agenda clair et se donner les moyens pour la réaliser. Et réaliser une agenda de crise, ça veut dire mettre des priorités et exiger des priorités aussi au niveau des administrations. M. Wagner. Au très court terme, je pense que ce qui pourrait soulager déjà, c'est justement la réforme du bail à loyer, justement de réformer le plafond de manière substantielle. Ça, c'est seulement une loi et ensuite, ça pourrait déjà avoir un effet concret, en tout cas pour les locataires, assez rapidement. Et ensuite, en effet, j'ai répété ce qui a déjà été dit, mais je pense que ça fait consensus à peu près partout, sauf chez peut-être certains grands promoteurs et au sein du gouvernement, mais il faut combattre la spéculation foncière, il faut libérer des terrains et il faut construire massivement, acheter aussi massivement, aussi bien au niveau des communes que de l'État, et justement faire croître le parc immobilier et foncier public. Justement, il faut qu'on se donne des objectifs très ambitieux de dire on va à 20%, 30%, de public au niveau du logement et que tout simplement faire comprendre que le logement, ce n'est pas une manière de faire beaucoup d'argent. Tout comme ça ne devrait pas l'être, comme ça ne l'est pas avec l'éducation ou avec la santé, ou ça ne devrait pas l'être. Donc tout simplement rompre cette logique. Vous êtes tous les deux à la commission du logement. Est-ce qu'il y a des pistes que le gouvernement se refuse à explorer ? Oui, j'ai l'impression, en tout cas, ça c'est assez récent au niveau de la réforme du bail à loyer. Il a très bien expliqué très récemment, lors de réunions où on était présent, qu'il est prêt à réformer
Il a fait quelques propositions qui sont en plus pas forcément mauvaises. La création d'une commission de conciliation nationale, nous on est d'accord. On aimerait bien en tant que DLN que ça aille un peu plus loin, qu'il vérifie en amont la légalité des baux, par exemple, ça pourrait être intéressant. Mais soit, mais par contre, réformer le plafond. L'Observatoire de l'habitat nous a proposé une piste. Qui est d'ailleurs très similaire à la proposition de loi que j'avais déposée il y a 8 ans déjà, un petit peu, pour le calcul. Mais M. Maïch nous a bien fait comprendre que ce n'était pas à l'ordre du jour. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Malgré une motion votée, je pense, à l'unanimité à la Chambre des députés, qu'on avait déposée pour qu'il y ait une réforme de ce plafond jusqu'à il y a 1 an déjà. De toute façon, c'est toujours compliqué, vous savez. Mais ça, c'est en politique. Quand on ne veut pas faire certaines choses, on peut se cacher derrière les difficultés techniques ou juridiques. Surtout quand ça concerne peut-être les moins privilégiés. Alors là, on va trouver encore plus de complications. En même temps, il y a eu des concessions et je pense qu'il faut rester là avec le phare dessus. Oui. Effectivement, on a eu quand même gain de cause par rapport à cette commission nationale qui traite toutes les questions d'insalubrité, enfin des logements indécents qui sont en location. Donc, je pense que le fait d'instituer quelque chose comme ça, une commission sur le plan national, ça va faire avancer. Et on a eu l'affirmation que ça va se faire. Et puis quand même aussi, il a dit qu'il allait faire ce recensement quand même des loyers. Donc c'est une affirmation. Non, bon, restons derrière pour que ça se réalise. J'ai l'impression qu'on se fait un peu calmer en disant, voilà, ça va venir. Maintenant, il faut rester vigilant. Moi, j'ai ma propre déception par rapport justement aux ventes en état futur d'achèvement. Tout le monde à la Chambre trouvait que c'était une bonne idée, qu'il fallait absolument faire ces modifications. Et puis, oui, ça va. On avance sur la 2e année que ça traîne, où il n'y a rien sur table. Donc, je vois le manque de coordination, effectivement. On a des petites des affirmations d'ici et là, mais pas une action. Le gouvernement ne parle pas d'une seule voix et d'une voix claire. On ne voit pas quelle est la stratégie. M. Wagner l'a dit, mais où est-ce qu'on veut en aboutir? Il faudrait maintenant, si on a déjà loupé l'anticipation dans le passé, et tout le monde s'accorde quand même plus ou moins à le dire, au moins ne le ratons pas une nouvelle fois. Maintenant, on sait quand même quelles sont les projections d'ici 2050. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est notre objectif d'ici là? À combien de pourcents est-ce qu'on veut être? Donc, il faut quand même avoir un but et puis le décliner en action pour y arriver, un pas après l'autre. Donc, moi, je vois, si je dois résumer, où je vois un blocage, c'est par rapport à justement cette affirmation d'une vision stratégique. Ça, je ne l'ai pas entendu, à part qu'on doit construire Miseyer, Michnal et tout ça, des petites phrases... surtout que si on regarde les chiffres, ils disent le contraire. Dans les projections budgétaires. Non, dans les chiffres de construction de VFA qui sont mis sur le marché, on est très très loin des 6 000 logements qui ont été mis en avant par les mêmes responsables politiques il n'y a pas très longtemps. Donc. Alors si je récapitule... Bonne chance. Voilà, l'IMOB, ça n'avance pas. Tout ce qui est imposition des logements vacants, on est aussi au point mort. Registre national des bâtiments, même chose. Comment est-ce qu'on va avancer? En en parlant. Plus. Il y aura des élections en 2028. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre jusqu'à 2028? Non, on ne peut pas. Non, c'était une boutade. C'est quand même significatif que pour la tripartite, il y a quand même des voix qui exigent qu'on érige ce sujet du logement en sujet des crises aussi, que ça se fasse maintenant dans la tripartite ou à part, mais il faut vraiment changer de vitesse et se mettre dans un mode de crise. Et ça, la pression qui vient de tous les côtés, peut-être qu'elle va aider. Paradoxalement, c'est peut-être la faiblesse actuelle du gouvernement qui s'affaiblit de jour en jour parce qu'il n'avance pas, parce qu'il est impopulaire, qui pourra peut-être faire avancer des choses parce que les syndicats sont en offensive et j'espère qu'ils le resteront et je crois qu'ils vont le rester et donc peut-être qu'ils vont pouvoir arracher certaines concessions face à un gouvernement qui est quasiment léthargique aussi d'une certaine manière. Oui, c'est juste qu'au niveau de la tripartite... le risque, non, parce que la solution ne va pas passer par de nouvelles aides fiscales. Non. Ce n'est pas la solution pour résoudre la problématique du marché du logement et de l'abordabilité du logement. Et le problème, c'est qu'au niveau des tripartites, c'est souvent à ce genre de mesures qu'on a recours. Donc, on verra ce qui va déjà à l'heure actuelle, je pense, on saura si c'est à l'ordre du jour ou pas. Mais
si c'est à l'ordre du jour, j'aurais plus tendance à suivre ceux qui disent ce serait bien de mettre en place des groupes de travail sur cette question. Même si groupe de travail, ça sonne surtout souvent, on met quelque chose sur le long terme. Mais non, mais pour qu'on en discute peut-être à plus grande échelle que juste des mesures ponctuelles, des mesures fiscales. Parce que ça, je pense que ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas la bonne démarche. Ça a coûté énormément d'argent ces dernières années à l'État. J'ai encore demandé les chiffres récemment par question parlementaire. On est à plusieurs milliards de déchets fiscaux qui ont été dépensés pour la propriété immobilière. Des chiffres que j'ai demandé aussi, mais je ne les ai pas reçus. Vous pouvez regarder ma question parlementaire d'il y a quelques semaines qui sont intéressants. Et surtout, ce qui vraiment m'interpelle à chaque fois, c'est si on prend par exemple un instrument comme l'amortissement accéléré qu'on avait déjà affaibli lors de la précédente période législative, qui a été renforcé avec les mesures de l'année dernière, il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire, on donne aux propriétaires la possibilité de vraiment d'épargner des impôts, si on peut le dire comme ça, mais il n'y a pas d'obligation de sa part. Il n'y a pas d'obligation de demander un loyer modéré, par exemple. Et encore récemment, quelqu'un m'a dit, mais c'est étrange, quand on demande le révis, il faut remplir plein de conditions, plein de formulaires, etc. Mais pour l'amortissement accéléré, c'est très simple. Et c'est ça qui est vraiment ces cadeaux faits aux riches, en fait, qui n'apportent rien à la cohésion sociale et qui sont contre-productifs. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas revenir sur ces cadeaux qui n'aboutissent pas au but recherché. Vous touchez donc au sujet de ma dernière question et je vais essayer d'aller vite. Madame Lehnert, le ministre du Logement parlait donc au mois de mars de nouveaux coups de pouce pour le logement. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Est-ce que vous savez ce qui nous attend? Il nous a dit que ce sont des choses qui ne vont pas nous plaire. Donc je peux m'imaginer que ça va aller dans la direction dont je viens de parler. Allégements fiscaux. Oui, ce sera facile et simple. Et voilà, oui. Monsieur Wagner? Errare humanum est, perseverare diabolicum. Hein. Il persévère, ça ne fonctionne pas, ça va coûter beaucoup d'argent, plus déjà des dépenses militaires, etc. On est en train de grever, parce que ça, c'est aussi ce qui nous attend, ce qui nous pend au nez quand même. Hein. C'est un début d'austérité. Monsieur Roth en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il faut commencer à faire des économies, tout simplement parce qu'ils font des allègements fiscaux à droite et à gauche, notamment peut-être à nouveau pour les propriétaires, qui ne vont rien apporter aux gens, qui vont juste créer à nouveau des déchets fiscaux qu'il faudra rééquilibrer d'une autre manière. Et moi, ma peur, c'est que ça se soit rééquilibré en coupant dans les dépenses des services publics, etc. Et ça, à nouveau, les gens, les salariés vont à nouveau être les perdants dans cette chose. Donc c'est vraiment assez dangereux. Un emprunt obligataire pour le logement, enfin. Couplé à des conditions, ce qu'on pourrait dire, parce qu'on peut très bien, il n'y a rien de mal à débloquer l'épargne, mais il faudrait que ce soit conditionné, effectivement, de dire, voilà, il y a un investissement que vous faites, mais à la clé, il faut que ce soit dirigé vers le logement abordable. Mmh. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Monsieur Wagner, Madame Tanson, Madame Lehnert, merci d'avoir participé à la Bulle Immo. Merci à vous. Merci. À nos auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour un débat sur le mode de construction luxembourgeois et ses alternatives. À très bientôt. À bientôt, au revoir.